Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et tous dans cet atelier Opportunités d'emploi dans les projets urbains et les jeunes, avec un point d'interrogation. Donc, nous sommes ensemble pour 1 heure. D'abord une table ronde de 45 minutes, puis une séquence au cours de laquelle nous répondrons à vos questions. Donc, envoyez vos questions dans le fil de discussion à droite de votre écran. Notre atelier réunit des acteurs et des experts de l'insertion et des programmes d'accompagnement des jeunes. Je vous les présente dans l'ordre alphabétique et non pas d'intervention. Sergio Barrientos, qui est responsable recherche, action, métropolisation, participation de l'association Métropop. Hélène Baril, directrice de l'association APES du groupe Action Logement. Laurence Bourget, qui est facilitatrice des clauses sociales d'insertion à la mission locale Jeunes Grand Avignon. Antoine Dulin, qui est ancien vice-président du CESE et président de la commission insertion du comité d'orientation des politiques de jeunesse. Et Julie Landon, booster territorial du quartier Malpassé à Marseille, pour Impact Jeunes, les apprentis d'Auteuil. Je signale au passage que nous fêtons aujourd'hui pour elle le premier jour d'après, puisque la convention en rue concernant ce quartier s'est achevée hier, 30 juin 2021, après 10 années de travaux. Et voilà, maintenant la vie continue, bien entendu, en mieux qu'avant, et on va voir comment. Enfin, en tout cas, nous l'espérons pour elle. Les personnes qui ont préparé cet atelier sont Bettina Manchel, chargée de mission PIA à l'ANRU, et Marianne Cuoc, chargée de mission développement économique, emploi et insertion à l'ANRU, qui est également modératrice. C'est elle qui reçoit vos questions et qui nous en fera part à la fin de cet atelier, enfin à la fin durant le dernier quart d'heure. Alors d'abord, quelques éléments de contexte pour planter le décor, quelques chiffres sur les jeunes dans les quartiers en politique de la ville, chiffres qui datent de 2019. 22% de ces jeunes ont un niveau inférieur au CAP ou au BEP. La part parmi eux qui n'ont ni emploi, ni études, ni formation, ni ne sont en formation est de 27,5% contre 11,4% au niveau national. Et le taux de chômage des 15-29 ans dans ces quartiers est de 32,9% contre 19,2% au niveau national, soit 13 points d'écart. Rappelons que dès 2003, l'ANRU a inscrit dans les conventions pluriannuelles de renouvellement urbain l'obligation de mettre en place des objectifs d'insertion pour les habitants dans les quartiers politiques de la ville. L'idée, c'était d'utiliser, et c'est toujours d'utiliser la commande publique et aussi la commande privée cofinancée par l'ANRU pour créer des opportunités d'emploi et d'insertion sur le territoire à destination des habitants et des habitantes des quartiers concernés. Et concrètement, une charte nationale d'insertion comportant des objectifs obligatoires pour tout projet urbain recevant des subventions, des financements de l'ANRU a été adoptée avec comme objectif des objectifs quantitatifs. 5% des heures travaillées dans le cadre des investissements, 10% des heures travaillées dans le cadre des actions de gestion urbaine, et puis une partie des embauches sur les postes générés par le projet. Également des objectifs qualitatifs qui doivent être déclinés localement, comme par exemple des objectifs en termes de part de réalisation par les jeunes de moins de 25 ans, de part de femmes également ayant bénéficié des opportunités, etc., etc. Alors, l'angle proposé pour cet atelier, c'est de voir comment la clause d'insertion peut être mise au service de l'emploi des jeunes, comment se croisent les ambitions entre insertion et jeunesse, comment coopèrent les acteurs du renouvellement urbain et les acteurs des politiques jeunesse, et comment tendre vers un projet urbain intégrant véritablement l'insertion des publics jeunes dans les opportunités d'emploi créées par le projet. Les échanges avec nos intervenants s'articuleront autour de 3 questionnements. D'abord, des exemples d'utilisation de la clause d'insertion NPNRU au service de l'emploi des jeunes. Ensuite, nous évoquerons les freins ou les réticences qui sont éventuellement à lever. Et puis, nous verrons comment faire en sorte que des opportunités d'emploi se transforment en emplois pérennes, comment passer de l'opportunité à la pérennité. Ma première question donc concerne la mise en œuvre des clauses d'insertion et comment ces clauses peuvent être orientées vers les jeunes. Et la première question concerne Laurence Bourget. Comme je l'ai dit, vous avez le rôle de facilitatrice de la mise en œuvre de la clause d'insertion pour le programme NPNRU à Avignon. Votre positionnement au sein de la mission locale favorise-t-elle le développement d'actions en lien avec les partenaires jeunesse ?
Bonjour à toutes et tous. Bonjour. Effectivement, mon poste est porté par la mission locale depuis 2017 et j'intervenais auparavant dans une autre structure et ce depuis 2014, donc sur le territoire du Grand Avignon. D'ailleurs, le poste de facilitateur a été mis en place sur le territoire grâce au premier programme de renouvellement urbain. Ça a impulsé en fait cette dynamique sur notre territoire. Aujourd'hui, nous sommes 2 personnes à assurer cette mission donc de facilitateur qui est financée en partie par le département et cofinancée par le Fonds social européen et par la communauté d'agglomération du Grand Avignon. Plus exactement, nous sommes 1,5 équivalent temps plein. Donc notre mission, c'est bien sûr d'animer le dispositif des clauses sociales d'insertion afin que sur nos territoires, l'ensemble des projets bénéficient de clauses sociales et intègrent des clauses sociales. Et notre mission est destinée à un public jeune et adulte. Alors bien qu'étant portée par une mission locale, ma mission, c'est aussi de travailler avec les publics adultes. Nous réalisons à peu près 80 à 100 000 heures d'insertion par an. On a réalisé un pic à 130 000 heures en 2018 du fait de travaux structurants liés à la construction d'un tram. Et pour nous, on pense que vraiment l'opportunité du nouveau programme de renouvellement urbain, c'est de pouvoir à nouveau atteindre des volumes plus conséquents et accroître les opportunités d'emploi pour les habitants de notre territoire. Et notamment pour les jeunes, est-ce que votre positionnement au sein de la mission locale accélère les choses en quelque sorte? Tout à fait. Alors, le positionnement au sein de la mission locale, dont l'activité est centrée sur l'accompagnement des jeunes et la mise en œuvre des politiques jeunesse, nous permet de bénéficier, en étant en interne, de nombreuses informations sur les mesures destinées aux jeunes, les dispositifs d'accompagnement, de formation et de travailler en synergie avec les nombreux partenaires qui sont les nôtres, comme le service public de l'emploi, Pôle emploi, protection judiciaire, la PJJ, les organismes de formation et les réseaux de partenaires qui interviennent dans le champ social de nos territoires. Et en interne, en fait, la proximité avec nos collègues permet aussi de travailler en plus étroite collaboration et contribuer au repérage en fait de profils, notamment des jeunes, de modifier aussi les représentations des salariés, des conseillers de notre structure sur l'éligibilité du public. Avant, beaucoup assimilaient en fait la clause d'insertion à l'agrément, à la nécessité d'un agrément IAE pour travailler dans le cadre des clauses d'insertion, ce qui n'est pas forcément le cas. Et aujourd'hui, nous accompagnons à peu près 5000 jeunes à la mission locale. 1500 sont en quartier prioritaire de la politique de la ville. Et pour nous, c'est un vivier, effectivement, pour pouvoir répondre aux besoins liés aux opérations à venir. Nos actions visent en fait différents champs, notamment à faire découvrir aussi aux jeunes les métiers et les environnements de travail, notamment dans le secteur du BTP. Ce que l'on se rend compte, c'est que beaucoup de jeunes connaissent finalement pas tous les métiers. Quand on leur parle de couvreur, quand on leur parle de la charpente, c'est pas forcément quelque chose qu'ils connaissent. Et pour ça, et pour leur donner à la fois l'envie de s'orienter vers ces métiers, les inciter à se qualifier, on organise des visites de chantier qui sont pour nous en fait des opportunités de leur faire découvrir à la fois les environnements de travail, échanger avec les entreprises, découvrir les métiers, comme en témoignent donc les quelques photos. photos. Voilà les quelques photos qui ont été prises à l'occasion d'une visite de la réhabilitation du groupe scolaire Louis Gros, donc sur la commune d'Avignon. Très bien, merci beaucoup. Voilà. Après, Merci par ailleurs, beaucoup. On reviendra vers vous. On reviendra vers vous tout à l'heure. Merci. D'accord. Hélène Baril, alors vous, votre rôle est un peu différent, parce que le rôle de l'APES, l'association que vous dirigez, est d'intervenir, d'accompagner les bailleurs du groupe Action Logement. Vous l'avez fait à de multiples reprises, puisque je crois à travers l'association, l'association est intervenue aux côtés des bailleurs sociaux sur une quinzaine de projets en rue et aujourd'hui une vingtaine de projets NPNRU. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous agissez justement auprès de ces bailleurs, spécifiquement pour mieux viser, pour mieux insérer les publics jeunes?
Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc effectivement, l'APES est une association qui intervient aux côtés, des bailleurs, des ESH d'Action Logement, surtout le volet humain, des projets en rue. Donc, dans le volet humain, l'un des volets très importants, et qui répond à un enjeu fort sur les QPV, c'est l'emploi. Et c'est aussi l'emploi des jeunes. Donc pour favoriser, l'accueil de jeunes au sein des clauses d'insertion, nous on intervient en amont finalement des clauses, sur la mise en place de chantiers jeunes. Donc les chantiers jeunes, en fait, ce sont des opportunités, pour nos partenaires que sont par exemple les clubs de prévention qui font du travail de rue, qui vont au-devant, des jeunes dont vous parliez tout à l'heure, qui sont, ni en emploi, ni en formation, ni en études, de créer une relation, de confiance entre un jeune, qui est, très éloigné, des institutions. Donc on arrive presque en amont, du contact entre Mmh. les jeunes et la mission locale. Et donc ces outils que sont les chantiers jeunes et qui visent à, par exemple, remettre en peinture une cage d'escalier, requalifier les espaces extérieurs sur quelques semaines, ça permet, de mobiliser ces jeunes, sur une mission assez ponctuelle, hein, quelques semaines, et de créer une relation de confiance quotidienne avec des éducateurs qui vont, au-delà du chantier, les Mmh. accompagner dans leur insertion, sociale et professionnelle. Et c'est vrai que on fait, beaucoup de chantiers, hein. Les bailleurs ont l'habitude de faire de mener ce type d'initiative, et ça permet, d'encourager d'ailleurs dans le temps du chantier l'inscription des jeunes à la mission locale. Souvent leur inscription dans le cadre des dispositifs garantie jeunes, puisqu'on travaille, assez étroitement dans le cadre, avec les garanties jeunes, et puis ensuite de les orienter, de communiquer sur les clauses, qui existent, des opportunités qui existent dans le cadre de l'ANRU. Et on a un certain nombre de jeunes qui sont passés par des chantiers jeunes qu'on a orientés, vers les clauses d'insertion. D'accord. Merci beaucoup. Ma question maintenant s'adresse à Sergio Barrientos. Vous, dans le cadre des grands projets en cours sur votre territoire, la Plaine Commune, territoire concerné par beaucoup de grands projets, NPNRU bien sûr, mais également les Jeux Olympiques de Paris, les lignes de métro du Grand Paris. Vous avez mis en place un dispositif original qui en réalisé a commencé par un diagnostic des problématiques d'emploi pour les jeunes et des jeunes, et en répondant aux objectifs d'insertion. Et ce diagnostic a débouché sur un, des solutions élaborées par les jeunes pour les jeunes, pour leurs pairs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce dispositif, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Donc, merci encore pour l'invitation à l'atelier d'aujourd'hui. Donc, Métropop, tout d'abord, on est une association d'éducation populaire. Voilà, et donc à travers les méthodes et les outils d'éducation populaire, on accompagne des habitants des quartiers prioritaires de la métropole parisienne pour les aider en fait à porter des projets. Et donc en 2018, on a eu une interrogation comment en fait des jeunes de ces quartiers prioritaires allaient profiter des opportunités de métropolisation, de projets de rénovation urbaine, etc. Et donc dans cette logique d'éducation populaire et des méthodes ascendantes, on a décidé de mettre au centre de la démarche, donc de cette interrogation, un groupe des jeunes d'un quartier de Plaine Commune de la ville d'Aubervilliers qui s'appelle ces Quatre Chemins. Et donc en fait, ce groupe des volontaires en service civique, en fait, étaient des enquêteurs, donc qui allaient en fait enquêter des institutions, d'autres jeunes, des associations sur en fait quels sont les freins et les leviers pour accéder à ces opportunités d'emploi. Donc, en fait, on a réalisé une enquête où l'expertise était portée par les jeunes qui sont censés être bénéficiaires de ces politiques publiques, y compris aussi des clauses sociales. Donc, on a interviewé plus de 240 interlocuteurs, dont une centaine des jeunes aussi, donc leurs connaissances, de leur réseau des connaissances. Et une des problématiques ou un des points soulevés par cette enquête, c'était la communication, c'est-à-dire comment on crée des outils de communication, comment on passe par des canaux de communication qui sont adaptés au code actuel, en tout cas dans certains secteurs de la jeunesse. Et donc, en fait, cette problématique ou ce point-là intervenait au niveau de quelle est la connaissance. Madame Bourget l'a évoqué lors de son intervention. Quel est le niveau des connaissances de ces opportunités-là, y compris des clauses sociales. On s'est rendu compte, par exemple,
que beaucoup de jeunes qu'on rencontrait ne connaissaient pas en fait la figure du facilitateur ou de la facilitatrice des clauses d'insertion. Et donc, de ce fait, en fait, il y avait un manque d'accès à des opportunités, oui, liées au chantier, BTP et d'autres types d'emplois en lien avec les projets de rénovation urbaine, les nouveaux métros, etc. Et donc aussi, comment, par ailleurs, il y a de la communication qui est faite auprès des acteurs jeunesse, auprès parfois des prescripteurs, des conseillers, des éducateurs, etc., qui soit par des représentations ou par aussi mes connaissances, n'arrivent pas parfois ou ne peuvent pas transmettre à ces jeunes-là voilà, l'ensemble des opportunités. Voilà. Et donc, suite à ce constat, et je pourrais revenir un peu plus en détail plus tard sur ce projet, on a décidé de créer une agence de communication jeunesse sous le même concept, c'est-à-dire un groupe de jeunes qui créent des outils de communication pour leurs pairs. Le bureau d'études éphémères a débouché sur la création d'une agence de communication. Et vous nous direz après, tout à l'heure, comment vous êtes maintenant à la deuxième phase et comment les choses ont avancé. Je montre quelques photos. Merci. Ma dernière question sur cette première partie s'adresse à Julie Landon. Vous-même, vous avez rejoint en cours de route donc la rénovation du quartier Malpasset à Marseille. Quel était le constat que vous avez fait et quelles actions ont été lancées en lien avec les opportunités créées par le projet urbain spécifiquement pour les jeunes? Julie, est-ce que votre micro est branché? Il est branché maintenant. Bonjour. Merci. Donc, le programme Impact Jeune intervient depuis 4 ans sur le territoire de Malpasset. Donc, je suis arrivée 6 ans après le début du contrat de rénovation urbaine sur ce territoire. Et le constat qui avait été fait, c'est que il y avait eu pas mal de travail proposé, de clauses sociales qui avaient été proposées aux jeunes du territoire et que la communication n'avait pas forcément été bien. Tout s'était pas super bien passé. L'anecdote que j'aime bien raconter, c'est qu'il y a un des conducteurs de travaux qui a quand même fini toute une journée enfermé dans un coffre de voiture parce qu'il n'avait pas embauché les jeunes du quartier sur son chantier. Et du coup, dans la dernière phase du programme de rénovation, là, qui a attaqué donc de 2017 à hier, puisque c'était hier la fin de notre contrat, on a travaillé collectivement avec tous les partenaires de l'emploi et de la jeunesse du territoire pour que l'information soit la même depuis le conducteur de travaux, le chef de chantier, jusqu'à l'éducateur sportif du club de foot, pour qu'il n'y ait plus ce genre de petits couacs, puisque en fait, les jeunes, quand ils voient des chantiers en bas de chez eux, et ils se disent, il y a forcément du boulot pour moi. Donc, ils ont tendance à spontanément se présenter auprès des chantiers sans forcément comprendre ce que ça veut dire être en clause sociale et faire toutes les démarches qui vont après les inscrire dans ce parcours, parce qu'un parcours de clause sociale, c'est porté après par l'association Émergence à Marseille. Et donc, un contrat de 15 jours en aide maçon sur le quartier de Malpasset pourrait après aboutir sur un contrat peut-être de 1 mois sur un autre quartier. Et il y a cette difficile compréhension entre le fait que c'est en bas de chez moi, je vais travailler en bas de chez moi, mais à la fin de mon contrat, en fait, je vais aller travailler ailleurs. Et ça, les jeunes, ils avaient un peu du mal à le comprendre. Du coup, on a vraiment mis en place une grosse stratégie de communication pour qu'il n'y ait plus trop ces couacs. Et donc, on a fait des affiches, on a répertorié l'ensemble des offres et on avait un point d'entrée au centre social, notre mobilisateur vers l'emploi, qui s'appelle le Mauve à Marseille, et qui était du coup le réceptacle de tous ces candidats, jeunes et moins jeunes d'ailleurs, parce que les clauses sociales ne sont pas forcément ouvertes aux jeunes. Et du coup, tout le monde savait qu'il fallait renvoyer tous les candidats qui se présentaient spontanément à ce point d'entrée et qu'après, ils rentraient dans un processus, donc des informations collectives pour comprendre ce que veut dire être une clause sociale. D'accord. Donc, c'est ça qui a largement contribué à améliorer les 4 dernières années du chantier de rénovation urbaine sur le quartier. D'accord, merci beaucoup. Alors, avant de passer la parole à Antoine Dulin sur le sujet qu'on va aborder, je voudrais revenir avec nos 4 finalement praticiens sur ce sujet, sur le sujet des freins
finalement et des réticences. Et l'exercice est délicat. D'abord de parler des freins et des réticences, c'est toujours délicat, mais il est d'autant plus délicat que je vais leur demander d'y répondre en un mot et en moins d'une minute, chacun de soulever peut-être un sujet ou un point qu'ils pourraient noter comme faisant partie des questions à régler finalement dans l'exercice de ces clauses sociales en direction ou appliquées aux jeunes. En commençant par Julie, justement, Julie Landon, vous, si vous avez un mot à retenir sur ces sujets-là. Ça serait la mobilité. La mobilité, de se dire que on peut travailler sur son quartier, sur la première phase de son contrat, mais qu'après, il y a d'autres chantiers qui vont lui être proposés, qui sont pas forcément dans son quartier. Et à Marseille, la mobilité est compliquée pour atteindre les autres quartiers. Laurence Bourget, à Avignon. Oui, alors c'est effectivement aussi la notion de parcours, ça a été évoqué. Les jeunes, ils veulent travailler de suite et maintenant, la notion de parcours, d'envisager une formation en amont avant d'intégrer un emploi, c'est pas forcément quelque chose qui est acquis non plus. Et la méconnaissance aussi de certains métiers que j'évoquais tout à l'heure. D'accord. Sergio Barrientos, vous, qu'est-ce que vous relevez comme étant une difficulté à… Alors, notre expérience de terrain nous amène à la question des représentations, c'est-à-dire comment les jeunes se représentent le mot insertion, le monde de l'entreprise et le rapport au travail actuel, mais également aussi les représentations que les employeurs peuvent avoir, en tout cas des jeunes, des quartiers prioritaires ou d'un certain type de jeunes de ces quartiers-là. D'accord, merci. Hélène Baril, vous, quel point à noter dans ces freins à lever? Moi, dans la continuité de ce qui vient d'être dit, j'en vois deux. La première, c'est déconstruire des représentations, notamment au sein des entreprises qui doivent recruter sur un certain nombre de préjugés. Alors, quand on parle de jeunes et d'insertion, on cumule plusieurs préjugés. Donc, mais ça, on y travaille. L'ANRU 1 a fait déjà un gros travail là-dessus à travers les clauses. Et puis, les nouvelles politiques RSE des entreprises contribuent aussi à faciliter les choses pour accueillir des jeunes en entreprise dans le cadre de clauses d'insertion. Et le deuxième frein, enfin en tout cas frein à lever, c'est effectivement le positionnement, enfin la formation des jeunes, leur confiance en eux, leur compétence sociale à s'inscrire dans des codes d'une entreprise, à comprendre le monde de l'entreprise et à connaître aussi leur projet professionnel, parce que parfois ils ne savent pas trop vers quoi s'orienter et du coup pour aller se vendre aussi en entreprise, c'est un peu plus compliqué. D'accord, merci. Alors vous, Antoine Dulin, vous, à travers vos différentes responsabilités depuis plusieurs années, vous examinez justement les démarches mises en œuvre sur ces sujets. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que la difficulté de repérage des dispositifs est un frein à leur utilisation? Oui, bonjour à tous. Merci effectivement pour cet atelier et merci pour ces témoignages qui montrent bien la réalité du terrain et l'engagement des différents acteurs sur cette question-là. Oui, les questions qui sont posées, elles sont pas uniquement présentes dans les quartiers prioritaires, dans les quartiers de renouvellement urbain, elles sont présentes partout. La question du non-recours des jeunes à leurs droits peut s'expliquer à la fois par des difficultés de comprendre les droits, les dispositifs qui leur sont adressés. On parle souvent pour les jeunes de millefeuilles de dispositifs. Si ce n'est la question du millefeuille de dispositifs, c'est la difficulté à envisager les politiques jeunesse dans leur grande diversité, y compris au niveau des différentes administrations, que ce soit de l'État, des collectivités, etc. Donc ça crée un millefeuille qui est déjà difficilement compréhensible à aborder pour les travailleurs sociaux, les acteurs de la jeunesse, de l'emploi, et encore plus compliqué à appréhender pour les jeunes. Donc on a des phénomènes de non-recours qui sont présents et donc de non-connaissance, voire parfois de dynamique de stigmatisation. On sait dans les quartiers populaires prioritaires avec cette logique de représentation. Vous l'avez dit tout à l'heure, mais voilà, les enjeux d'emploi sont énormes et on est aussi face à des logiques très fortes de discrimination à l'emploi, à l'embauche.
qui multiplie parfois par 2 le taux de chômage qui est déjà très important dans certains quartiers prioritaires politiques de la ville. Donc, on a ce sujet-là. Les questions de mobilité sont effectivement fondamentales, qui sont à la fois comment on permet, sans l'enjeu pour les collectivités de pouvoir avoir des transports en commun qui permettent le déplacement, mais aussi une mobilité culturelle. On a aussi beaucoup de jeunes qui, en fait, ne sont jamais allés d'un quartier à un autre dans ces connaissances-là. Et donc c'est pour ça que dans différents travaux, nous, ce qu'on porte, et certains intervenants l'ont dit, c'est de travailler vraiment sur cette notion de parcours. D'accord. Un parcours d'insertion qui doit à la fois prendre en compte les dimensions d'éducation, de formation initiale, qui ne doit pas être que dans une dimension de scolarisation. Et il y a des choses qui inventent aujourd'hui sur le territoire pour être dans ces logiques de formation. Et puis après, cette connaissance, effectivement, des différentes possibilités d'accès à l'emploi, d'insertion, à la fois dans son quartier, pour certaines, les clauses sociales, les clauses d'insertion, et par d'autres, par des dispositifs de services civiques, d'accompagnement par la mission locale, par Pôle emploi, qui vont permettre effectivement ces leviers et dans ce dynamique-là aussi, travailler sur l'employabilité des entreprises, dans leur acceptabilité à prendre des jeunes qui, parfois, sont en décalage, ne connaissent pas tous les codes, etc. Et ça, c'est un vrai travail à faire avec les entreprises qui, parfois, sont assez volontaires pour pouvoir prendre des jeunes, mais effectivement peuvent se rendre compte, Madame Landon a fait référence sur la difficulté parfois d'appréhender, ou la difficulté d'avoir ces codes-là, ou de l'appréhension qu'il peut y avoir à embaucher des personnes qui sont soit éloignées de l'emploi, soit qui n'ont pas acquis les codes du travail. Et là, il y a un travail à faire par la collectivité, les associations, sur ce travail d'accompagnement vers l'emploi. Merci. Alors, on reviendra tout à l'heure sur la notion de parcours qui vous est cher. Et puis, je note que finalement, en parallèle de l'employabilité des jeunes, les entreprises doivent, elles, travailler sur leur employeurabilité. Effectivement, on va dire que le travail est à faire des deux côtés. Alors, dernière séquence de notre atelier avant de passer à la réponse aux questions. Donc, j'incite les participants à l'atelier à envoyer leurs questions sur le chat, et Marianne s'occupe de les récupérer et de me les transmettre. Je les vois qui commencent à arriver. Dernière question donc sur la transformation finalement de l'utilisation des clauses d'insertion, des opportunités créées en emploi pérenne. Ma première question est à Laurence Bourget. Vous avez parlé, lorsqu'on avait préparé cet atelier, d'une notion de parcours sans couture. Vous avez employé cette expression, et vous vous fixez comme objectif d'amener vers la qualification. Comment vous procédez finalement, ou comment essayez-vous de procéder ? Alors, effectivement, les parcours sans couture, c'est notre ambition. L'idée, c'est d'autres intervenants en ont parlé, c'est de faire succéder en fait des étapes en emploi dans le cadre des clauses d'insertion, mais c'est aussi au préalable peut-être former des personnes, les jeunes notamment, qui sont sans compétences et sans expérience. On a mis en place pour cela avec Pôle emploi une action de formation qu'on a appelée Passeport BTP Chantier, pour amener les jeunes à acquérir les connaissances de base en sécurité, pour au moins travailler en sécurité sur les chantiers, obtenir des habilitations qui leur sont nécessaires pour répondre aux besoins des entreprises, et faire découvrir les métiers par le biais de travail sur des plateaux techniques, en fait. Voilà, formation de 15 jours, et on pense que ça peut être une première étape vers un parcours, donc emploi par la suite, pour répondre aux besoins des entreprises. On a aussi sur notre territoire une expérience par le passé d'une école de formation qui a été délocalisée pour répondre aux besoins de formation des entreprises dans le cadre des travaux du tram, en partenariat avec les entreprises, là encore le service public de l'emploi, le GEC BTP et la fédération du BTP. Et ça a été une belle réussite aussi, et tout ça, ça a pu se mettre en place en fait parce qu'il y a eu des besoins en masse sur le territoire. Et le programme de renouvellement urbain, justement, va aussi impulser cet effet de masse qui va pouvoir permettre de penser collectivement, de monter des groupes.
pour amener vers l'emploi pérenne, puisque effectivement la qualification, c'est quand même une bonne porte d'entrée pour avoir des opportunités de pérennisation d'emploi ensuite par les entreprises. Et les contrats de professionnalisation, notamment aussi, on l'a vu, sont vraiment vecteurs d'emploi pérenne. Très bien, merci. Ma deuxième question à Sergio Barrientos sur ce sujet. Le nouveau projet des jeunes du Bureau d'études éphémères répond à cet enjeu d'aller plus loin. Vous l'avez non pas évoqué, mais à peine esquissé tout à l'heure. Vous êtes dans une deuxième étape et même une deuxième promotion. Je crois que vous employez le mot. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit et justement avec cet objectif de pérennisation? Tout à fait. Il s'agit en fait d'une agence de communication jeunesse, c'est-à-dire de la même manière que l'enquête dont je vous ai parlé était portée par un groupe des jeunes, cette agence est animée aussi par un groupe des jeunes en volontariat en service civique. Et donc l'objectif principal, c'est d'améliorer la lisibilité, la compréhension et l'attractivité des offres d'emploi, des offres de formation et plus globalement aussi de tous les processus de transformation urbaine et métropolitaine que nous avons ici en région parisienne. Et donc, en fait, tout simplement, ces jeunes sont formés en matière de techniques de captation vidéo, techniques de captation son, réalisation d'infographie, animation des réseaux sociaux. Et donc, en fait, à travers les institutions, les prescripteurs, des acteurs jeunesse, on reçoit en fait beaucoup d'informations sur les opportunités d'emploi, les clauses, etc. Et ces jeunes-là, avec notre aide, bien évidemment, construisent des clips vidéo, des affiches, des flyers, et donc, en fait, ils animent les réseaux sociaux de cette agence parce que ça se passe essentiellement sur les réseaux sociaux et pour justement transmettre des nouveaux messages ou en tout cas des messages un peu plus adaptés et des nouveaux outils des communications qui donnent envie de s'intéresser à ces métiers-là, ces métiers en tension, des offres de formation. Donc, quelqu'un parlait tout à l'heure de couvreurs, maçons, etc. Donc, c'est notamment lié au secteur BTP, mais pas que, dans l'objectif aussi de faire évoluer des représentations voilà, qui sont parfois négatives vis-à-vis de certains secteurs. Voilà, en mettant, comme je l'ai déjà dit, au centre en fait de cette expertise les propres bénéficiaires voilà, qui vont diffuser les informations près de leurs pairs. Et je me permets de mettre les liens dans la discussion. Pardon. Bien sûr, oui, mettez-le. Et c'est effectivement intéressant. Et vous avez dit le mot tout à l'heure, donc une communication qui utilise les codes, qui parlent effectivement aux jeunes, pas seulement les supports, pas seulement les vecteurs, mais aussi les codes graphiques et les mots. Ça, c'est donc et ça marche sans doute mieux comme ça. Hélène Baril, vous comment, je crois que vous vouliez insister sur un point qui concerne la communication interne, en quelque sorte, ou le travail avec les bailleurs sociaux pour lesquels vous intervenez. Comment vous essayez de faire par le travail avec eux de l'insertion un levier sur le long terme, et puis comment également vous essayez de sortir justement de ce qu'évoquait Sergio à l'instant, c'est-à-dire de sortir des métiers du BTP pour aller vers d'autres métiers. Oui, parce que comme je disais en introduction, les bailleurs sociaux sont implantés sur le long terme, sur les QPV. Donc, il y a le temps du chantier, le temps de l'ANRU et puis il y a l'après ANRU. Et donc, dans l'après ANRU, il y a plusieurs sujets qui continuent à être pourvoyeurs d'emploi au niveau local. D'abord, il y a, dans le cadre de l'ANRU, on s'attache à dynamiser les pieds d'immeubles. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un clin d'œil à Métropop parce que Métropop occupe, l'agence Comme au quartier occupe un local d'un des bailleurs d'Action Logement à Pantin. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'on utilise ces pieds d'immeubles pour réimplanter de l'activité économique via notamment des structures de l'économie sociale et solidaire. Donc, on a parlé de Métropop. Il y a d'autres partenariats, par exemple, avec des ressourceries qui s'installent en pied d'immeuble et qui créent des nouveaux emplois qui s'inscrivent aussi dans des parcours d'insertion. On a notamment, je sais pas, à Rueil-Malmaison, des valoristes, le métier de valoriste qui se développe après l'ANRU. On a et puis, on a aussi tout ce qui relève de la gestion quotidienne qui est réalisée par les bailleurs sur leur patrimoine, donc à travers des équipes de proximité. Donc, les bailleurs sont aussi pourvoyeurs d'emploi. Et donc, les métiers de proximité, notamment le métier de gardien d'immeuble, c'est une solution à l'emploi pérenne pour des personnes qui ont eu tout un parcours, notamment dans le cadre des clauses des clauses d'insertion dans le cadre de l'ANRU. Et puis, après l'ANRU, on a mis en place une école des gardiens pour former ces personnes
au métier de gardien. Donc la formation, elle est essentielle pour accéder à un emploi pérenne. On a mis en place des contrats de professionnalisation pour former ces personnes qui ont bénéficié des clauses d'insertion et qui ont Mmh. découvert le métier du bailleur, le métier de gardien d'immeuble et qui sont aujourd'hui embauchés en CDI au sein des bailleurs. Et puis enfin, les clauses d'insertion qui ont été expérimentées par les bailleurs dans le cadre de l'ANRU, en fait, ça a permis d'acculturer les équipes sur le fait que oui, c'est possible et oui, ça peut nous servir et on découvre à la fois le bailleur et les entreprises et donc toutes les clauses d'insertion qu'on a mis en place, par exemple, sur les espaces verts, dans le cadre des résidentialisations qui ont lieu dans le cadre de l'ANRU, après, ces personnes-là qui ont expérimenté le métier, peuvent être embauchées par les entreprises d'espaces verts qui vont continuer après l'ANRU. C'est-à-dire qu'elles vont continuer à Mmh. entretenir, les espaces verts et donc on a aussi des clauses d'insertion volontaire qui sont développées par les bailleurs. Je pense notamment à Séquence, qui a une vraie politique en matière de clauses d'insertion volontaire et qui, dans tous ses marchés espaces verts, a mis en place une clause volontaire, heu, dans le cadre de l'ANRU, mais aussi hors ANRU. D'accord, merci. Julie Landon, est-ce que vous, à travers l'expérience que vous avez maintenant sur le quartier Malpasset à Marseille, est-ce que vous pouvez estimer qu'un parcours d'insertion peut déboucher notamment pour des jeunes, peut déboucher sur un emploi pérenne, sur une démarche pérenne d'emploi? Oui, 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 tout à fait. Il y a certains jeunes qui ont intégré des chantiers dans le quartier sous la forme d'offres closées, qui après, grâce à la mission locale, et je rebondis sur ce que Laurence disait tout à l'heure, ont accepté de se former, parce que c'était aussi ça l'enjeu, c'est que le parcours, les jeunes étaient sans qualification, donc après, il a fallu les former. Et acceptent d'être formés et puis après d'intégrer potentiellement un contrat de professionnalisation pour aller dans les autres chantiers, puisque moi j'insiste sur le fait que la rénovation urbaine, c'est sur un temps qui est potentiellement long, puisque nous on est quand même sur 10 ans de contrat, mais il y a d'autres chantiers qui vont être ailleurs, ils vont être amenés à bouger sur d'autres quartiers, pas forcément dans le périmètre de Marseille. Et donc, il y avait plein de freins à lever, à la fois sur la formation, sur la mobilité pour que les jeunes s'inscrivent. Et il y en a même un qui a monté sa boîte en auto-entrepreneur de peinture et qui maintenant est peintre et qui fait des missions chez les particuliers, pas forcément sur le quartier. Donc, les clauses d'insertion peuvent déboucher sur un emploi pérenne, mais il faut vraiment que le parcours soit accompagné du début jusqu'à la fin par l'ensemble de tous les acteurs qui ont gravité autour du jeune et l'accompagnement qui est fait à la fois par la mission locale, le Pôle emploi ou même par l'association Émergence qui est celle qui garantit la communication et la gestion des offres closées sur Marseille se fasse bien, parce que sinon les parcours ont tendance à faire un peu pchit à la fin. Je fais mon chantier puis après j'arrête parce qu'en fait j'ai pas envie d'aller loin. Donc il faut que le jeune y comprenne que quand on rentre dans un parcours, et ça peut être long et ça va pas être que en pied d'immeuble. Et quand ils comprennent ça, après, ça peut aboutir, comme je vous le disais, à même une création d'entreprise. D'accord, merci. Alors, je rebondis sur cette notion de parcours, à croire que cet atelier a été préparé. Évidemment, il l'a été. Merci. Merci à vous. Donc, une question pour Antoine Dulin, puisqu'en fait, à la lumière de vos travaux et des différents rapports que vous avez pilotés ces dernières années, vous avez beaucoup insisté sur cette notion de parcours et en essayant de le placer du point de vue du jeune, et je crois que vous insistez beaucoup, ou du point de vue des jeunes, organiser les parcours en fonction des jeunes et non pas en fonction des institutions ou des dispositifs. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire et comment y parvenir? Parce que l'intention est évidemment louable, mais comment y parvenir ou comment faire mieux en la matière? En tout cas, les témoignages qu'on vient d'entendre montrent bien que c'est possible d'y parvenir et que, quand on sait, appréhender cette notion de parcours et de garantir effectivement, le début et une fin et cet accompagnement, tout au long du parcours, ça marche. Peut-être revenir pourquoi, cette notion de parcours émerge
et en même temps, elle aurait dû émerger dès le début. C'est que quand on appréhende les politiques de jeunesse, on est très rapidement dans des barrières d'âge, des barrières de statut. Dans un rapport que j'avais remis il y a quelques années au Premier ministre, on avait décompté 238 barrières d'âge pour définir ce que c'était un jeune. Donc, Mmh. 16, 17, 18, 19, 20 ans. La créativité administrative crée des barrières d'âge, de statut qui empêchent effectivement, hem, qui sont que des ruptures de parcours. Parce que en fait, et ben, dès qu'on est dans des interstices ou des décalages, on se retrouve, rapidement en rupture. On sort d'une situation, d'étudiant, de scolarité. On est parfois ayant droit de ses parents. On est parfois, dans des prises en charge par une mission locale, puis, parfois demandeur d'emploi et on a eu la capacité de travailler, qui nous permet d'avoir l'allocation. Enfin bref, c'est très compliqué de s'y repérer dans cette dynamique-là et effectivement, on a tendance à construire, des dispositifs qui ne sont pas forcément vus, comme des parcours. Un dispositif qui est très intéressant aujourd'hui, qui est mis en place par, les missions locales, c'est le fameux PACE1, le parcours d'accompagnement contractualisé, des jeunes vers l'emploi et l'autonomie, qui dit bien tout. C'est-à-dire comment on conçoit, cette dimension de jeunes comme le parcours d'acquisition progressive à l'autonomie, qui ne soit pas juste une dimension d'autonomie, résidentielle, de pouvoir sortir des parents, hein, qui est un gros frein, la question de la mobilité aussi à l'accès au logement, hein, qu'on se le dise, il ne s'agit pas seulement de pouvoir avoir un emploi. Parfois, même l'accès au logement est un énorme frein à l'accès à l'emploi et de se dire donc cette autonomie, elle n'est pas que résidentielle, sortir des parents, elle est aussi financière, elle est aussi d'une autonomie d'action et donc comment effectivement, nos structures d'accompagnement sont capables de d'accueillir et on l'a entendu tout à l'heure sur l'exemple de Marseille avec un point d'entrée un peu unique, qui puisse se dire: «Voilà, on a un acteur unique qui garantit, cette porte d'entrée». Un référent de parcours, moi je pense qu'on doit avoir une logique de pouvoir se dire, il y a une personne qui match avec le jeune, avec l'accompagnement et même s'il y a d'autres intervenants qui accompagnent, il faut pouvoir avoir cette continuité qui lui permet des Est-ce que allers-retours entre vous ne craignez pas de rajouter un interlocuteur parmi les interlocuteurs? non, parce que justement, c'est parmi ces interlocuteurs, il y en a un qui est effectivement ce référent de parcours, qui se dit et ça peut être, soit de l'association, soit de la mission locale et cetera, qui prend ce rôle, particulier d'être référent, d'être son accompagnateur. Parfois, ça peut être un éducateur de prévention spécialisé, parfois ça peut être le conseiller mission locale. Il faut que ça «matche» entre guillemets entre eux, que Mmh. la confiance soit là, que la capacité aussi de te dire: «Bon, bah, alors, tu nous avais promis ça et cetera et aujourd'hui, ben, c'est plus difficile pour toi de se lever». Et ben, être dans cette compréhension aussi de la globalité de ce que vit, de ce que vit le jeune, donc l'importance de pouvoir avoir un référent de parcours et l'importance ensuite de pouvoir travailler avec le jeune sur ce parcours qui mêle emploi, formation, mais aussi dans une logique de pouvoir, y compris et ça c'est très compliqué et les acteurs autour de la table le savent, de pouvoir avoir aussi des possibilités de retour en formation, qui sont offertes aux jeunes et dans une capacité où il n'y ait pas de difficulté de statut, de multiples papiers et cetera qu'il va falloir à un moment donné, et qui sont, pour chacun des embûches et des risques de rupture ou de découragement dans le parcours. Mais on voit bien, c'est ce que disait Laurent tout à l'heure, un parcours sans couture, c'est vraiment ça, c'est-à-dire, bah, enfin voilà, un parcours, je veux dire, qui soit vraiment, millimétré et qui permette d'accompagner, le jeune dans l'emploi et je précise et on l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas que ça s'arrête au moment de l'emploi. On voit bien qu'on a besoin d'accompagner le jeune, y compris, dans, les premiers mois, la première année, de son expérience professionnelle et je pense que c'est la même chose pour l'auto-entrepreneur, c'est-à-dire, bah, voilà, il y a des moments, des hauts et des bas, des difficultés qu'il peut y avoir avec Mmh. l'employeur. On a quand même 30 de rupture de contrats d'apprentissage, hein, dans notre pays, donc on voit bien, parfois les difficultés d'appréhender ça et des 2 côtés et donc on a besoin que cet accompagnement se poursuive, voilà et parfois c'est très long. Il faut accepter que, aujourd'hui l'âge du 1er emploi stable en France, c'est 27-28 ans. Donc, il était dans les années 90 à 22 ans, il était dans les années 70 à 20 ans. On a cet allongement de cette période de la vie qui est due aussi à la contraction du marché du travail et donc d'accepter que de pouvoir accompagner le jeune, voilà, peut-être le référent de parcours peut changer, évoluer, mais en tout cas, parfois la période d'insertion dure, assez longtemps.
D'accord, merci beaucoup. Alors, nous avons quelques questions qui sont arrivées, notamment une, mais sur laquelle je reviendrai après, qui concerne l'attractivité des métiers du BTP, qui veut vous interroger sur la manière dont vous procédez. Ça concerne Julie, Laurence et Sergio, comment vous travaillez sur l'attractivité des métiers du BTP. Mais avant de venir sur ces métiers du BTP, je voudrais prendre deux questions qui ont été posées concernant des publics finalement qu'on a assez peu abordés, en tout cas pas spécifiquement. Une question qui concerne les jeunes diplômés. Comment faire en sorte que les clauses puissent aider également les jeunes diplômés à hauteur de leurs compétences ou de leur diplôme. Je ne sais pas si Laurence peut avoir une question là-dessus. Et puis une autre question qui concerne l'application ou l'utilisation des clauses d'insertion pour les femmes, puisque, alors je ne sais pas si le chiffre est juste, mais la personne qui pose la question indique que seulement 20% des clauses concernent des femmes en raison de la prédominance du BTP, justement. Peut-être, Laurence, une question sur ces diplômés. Est-ce que la clause d'insertion, selon vous, est adaptée finalement au fléchage de jeunes diplômés vers des postes à leur niveau de diplôme? Est-ce que ça peut aider? Tout à Et est-ce fait. que vous l'utilisez? Tout à fait. Alors, il y a déjà des marchés de prestations intellectuelles qui sont, lorsqu'ils sont closés, permettent aussi de cibler des publics de jeunes qualifiés. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, si des jeunes diplômés se présentent, quand on les présente aux entreprises, elles peuvent être intéressées. En fait, tout dépend effectivement le diplôme, hein. Mais quelqu'un qui est qualifié dans le secteur de dessin, par exemple, peut trouver des opportunités d'emploi dans les entreprises, dessin assisté par ordinateur ou par des diplômes sur des fonctions support aussi. Nous, sur notre territoire, on a du mal à toucher en fait à ce public diplômé qui vient pas forcément nous rencontrer non plus et qu'on a peut-être du mal à capter. Voilà. Vous avez parfois des clauses à appliquer, mais pas forcément les jeunes auxquels les proposer. C'est ça? Voilà. Alors, on a du coup aussi travaillé avec l'Université d'Avignon sur certains partenariats possibles pour, si ce sont pas tout à fait des clauses sociales d'insertion, c'est pouvoir accueillir dans certains marchés, en fait, des stagiaires. C'est une expérimentation, voilà, sur d'autres champs des possibles pour mettre à l'emploi des personnes diplômées ou futures diplômées. Julie, vous avez des éléments à nous donner? Alors, je ne sais pas si j'ai des éléments ou peut-être même une question. En fait, j'en ai discuté avec les entreprises directement qui travaillent sur le territoire de Malpasset, sur justement les autres offres closées qui ne sont pas forcément adressées aux jeunes qui sont à très faible niveau de qualification, mais plutôt les diplômés. Et c'est vrai que les difficultés que les entreprises avaient, c'est que généralement, c'est des tout petits nombres d'heures et qu'ils avaient très peu de missions intéressantes à proposer à des jeunes qui étaient diplômés et qui auraient pu potentiellement se remettre dans un parcours après un BTS ou même valider un BTS à travers cette expérience de clause sociale parce que c'était une dizaine, quinzaine ou même une trentaine d'heures et c'était pas suffisant. Et du coup, on s'interrogeait, donc c'est plus une interrogation sur savoir comment on pouvait, je sais pas, mutualiser les potentielles clauses sociales sur différents chantiers pour avoir des missions plus longues et plus intéressantes à proposer à des jeunes qui sont diplômés, justement dans le domaine du BTP, qui pourraient être des futurs conducteurs de travaux ou même des dessinateurs projeteurs, mais qui nécessiteraient d'avoir un tout petit peu plus qu'une petite dizaine d'heures. Mais en tout cas, nous, on a des diplômés, mais c'est vrai qu'on les oriente très peu vers les clauses sociales parce qu'on essaye déjà de faire des liens avec les entreprises, les grands groupes pour qu'ils soient pris dans les campagnes d'alternance. D'accord. Hélène Baril, je ne sais pas si vous avez une réponse sur cette question de l'utilisation des clauses sociales d'insertion pour les diplômés, ce qui serait d'ailleurs au passage peut-être une manière de revaloriser vis-à-vis des jeunes eux-mêmes les clauses elles-mêmes. Mais je voulais vous poser la question concernant également l'utilisation des clauses sociales vis-à-vis des femmes, parce que je sais que c'est un chantier que vous avez ouvert avec plusieurs bailleurs sociaux. Et donc, comment faire en sorte de développer disons, la possibilité de toucher ces publics?
Oui, alors, en introduction, je parlais des chantiers éducatifs, comme SAS vers les clauses d'insertion. Donc on développe de plus en plus des chantiers éducatifs un peu spécial, jeunes femmes, pour aussi parce qu'il y a des jeunes femmes peuvent aussi, faire, les métiers du bâtiment, et bénéficier des clauses sur ce corps de métier. Par ailleurs, je pense que enfin là, du coup, j'introduis une interrogation également, c'est que, je pense qu'on a on pourrait, via les clauses d'insertion et le temps du chantier, des chantiers en rue, développer davantage, l'entrepreneuriat, le soutien à l'entrepreneuriat et le soutien notamment au métier de traiteur. Alors sans vouloir du tout genrer, ce métier, hein, c'est pas mais les repas de chantier, c'est aussi une opportunité de développer une activité sur ces quartiers, une activité autour de la restauration. Mmh. On est en train de travailler sur des incubateurs culinaires au sein, du groupe Action Logement, un à Saint-Denis, un autre à Cergy. Et l'idée, c'est voilà, d'utiliser, les emplois et l'activité, économique qui se développe pendant le temps du chantier en rue pour, développer une activité, restauration et puis la pérenniser à l'issue, des chantiers. Voilà, ce sont des réflexions qui sont en cours et que je souhaite, voilà, développer, au sein du NPNRU, sur les quartiers où on D'accord, intervient. d'accord, J'aurais merci. peut-être cité un marché closé aussi sur lequel nous avons un public féminin particulièrement, c'est sur l'accompagnement au relogement, un marché de Moussa où là typiquement ça a été plutôt un personnel féminin qui s'est positionné sur ce type d'offre et des recrutements féminins. D'accord, merci. Alors, je reviens à une des questions qui est posée, qui concerne Julie et Laurence, ainsi que Sergio. C'est euh, pour l'employeurabilité ou l'amélioration de l'image des métiers du BTP, quel partenariat montez-vous? La question à Sergio, c'est pensez-vous que Métropop puisse être un levier de communication sur ces métiers, d'amélioration d'image de ces métiers? Est-ce que ça fait partie de vos enjeux? D'abord, peut-être Julie, quel partenariat pour améliorer cette image des métiers du BTP? Alors, nous, sur le territoire de Malpasset, on travaille beaucoup avec les écoles, les collèges et les lycées, sachant que le lycée où il y a eu du quartier, c'est justement le lycée où il y a le bac pro BTP et les BTS BTP. Donc, on a créé des liens avec les différentes entreprises pour qu'elles viennent témoigner dans les classes et lors de forums avec les conducteurs de travaux et les gens qui travaillaient sur le quartier. Donc, pour faire vraiment le lien entre les gens qui croisaient dans la rue en traversant pour aller au collège et les jeunes du quartier pour justement rendre un tout petit peu plus sexy les métiers du BTP. Et aussi, on a monté des actions avec Vinci Insertion sur le quartier, justement pour faire visiter les chantiers à des groupes de femmes, spécifiquement sur les groupes de femmes, de jeunes femmes et de potentiellement aussi jeunes mamans ou même de personnes plus âgées, pour qu'elles viennent rencontrer les femmes qui travaillaient déjà sur le quartier, donc sous la forme de petits déjeuners D'accord. en début de matinée. Donc voilà, on a monté quelques petites actions de rencontres, soit au sein des établissements, soit directement sur les chantiers, pour essayer de rendre un tout petit peu plus sexy les métiers du BTP qui sont en forte demande sur Marseille, puisqu'on a on a eu plusieurs quartiers qui ont été en rénovation urbaine et c'est vrai qu'on a beaucoup d'offres qui sont tombées. On n'a pas forcément beaucoup de candidats. Même question à Laurence, au-delà des visites que vous organisez, bon, qui sont sans doute des opérations découvertes intéressantes, est-ce que vous avez mis en place des partenariats spécifiques sur l'image de ces métiers du BTP qui sont très divers, certains très techniques d'ailleurs, hein, Tout à fait. Alors là, dans le cadre d'un partenariat avec le rectorat aussi et un marché, ce que nous allons avoir sur le territoire d'Avignon, il y a une clause qui est réservée aux jeunes décrocheurs scolaires. Et ça nous permet aussi justement de toucher ce public jeune et souvent très jeune pour leur faire découvrir en fait les métiers du bâtiment par le biais de stages, du coup, avec les entreprises qui seront attributaires des marchés. Donc ça ne concernera qu'une partie de la clause d'insertion, mais ce sera une opportunité pour des jeunes de découvrir, là encore, les métiers en étant immergés sur les chantiers et en étant à proximité des personnes qui travaillent sur ces chantiers.
Question à Sergio Barrientos. Donc, sur cette question, vous, est-ce que dans le cadre des travaux de l'agence de communication, finalement, au-delà de la manière de traduire les offres d'emploi que vous avez évoquées tout à l'heure, est-ce que l'agence est amenée à travailler sur, finalement, des opérations de revalorisation ou de valorisation d'image d'un certain nombre de métiers que peuvent avoir les jeunes en utilisant effectivement, comme vous le disiez, des codes, des outils, des supports différents? Oui, tout à fait. On crée, surtout des clips, vidéo. Donc pour cela, on est en partenariat avec des entreprises du territoire. Donc je pense à, par exemple, du Brac, je pense aussi, par exemple, à Saint-Gobain sur le métier de plaquiste, etc. Mais aussi avec d'autres types de structures, donc parfois des associations. Donc je pense à l'association Urbain d'Eco-Concept qui travaille sur des chantiers d'insertion avec le métier des peintres finisseurs. Et en fait, donc le clip vidéo est l'outil. Les réseaux sociaux sont les canaux principaux de diffusion. Et le travail, en tout cas le travail que nous faisons avec nos promotions de volontaires en service civique, c'est comment on peut décrypter, comment on peut passer le message autrement. Et en fait, l'attractivité passe beaucoup, on se rend compte, par une question de transparence. On sait que certains métiers, déjà, ont une représentation négative, et il y a des avantages, mais il y a aussi des difficultés. Il ne s'agit pas d'enrober, en fait, d'enrober les messages, de transformer l'image d'un métier. Il faut être simple sans être simpliste. Il faut être transparent et montrer exactement quelle est la réalité d'un métier. Et l'attractivité aussi, en tout cas par rapport au public jeune, se base aussi sur le choix, en fait, le choix des personnes qui témoignent. Il faut chercher à avoir des personnes jeunes, en fait, avec qui les publics puissent, en fait, s'identifier. Voilà. Et aussi en essayant de montrer toute la diversité des métiers qui existent au sein d'un chantier. Donc, ça peut être maçon-couvreur, mais ça peut être chef de chantier, mais ça peut être aussi un ingénieur, voilà, pour les personnes diplômées. Quand vous parlez de la transparence des métiers, c'est intéressant, effectivement, c'est-à-dire, c'est y compris d'accepter qu'un métier peut être dur ou difficile, et que, en revanche, ça peut offrir des opportunités, des possibilités d'être bien payé, par exemple. C'est des choses comme ça? C'est soit le salaire, des primes, soit aussi les possibilités de progression au sein de l'entreprise, c'est le type d'avantage. Parce qu'en fait, il faut montrer ça, mais il ne faut pas cacher aussi non plus le côté un peu difficile, parce que sinon, en tout cas, les jeunes avec qui on travaille, ils captent facilement quand c'est un message qui est faux, qui n'est pas réel, qui n'est pas transparent. Donc en fait, il faut vraiment montrer de manière transparente la réalité d'un métier, être le plus direct possible pour faire en sorte que ça parle en fait à l'audience. D'accord, merci. Alors, on change du tout au tout, on revient un peu sur les questions d'organisation et de gouvernance. Une question pour Antoine Dulin. Est-ce que vous pensez que le projet urbain, en tant que démarche, et la dynamique pluriacteur que ça engendre, est-ce qu'il puisse être de nature à créer des passerelles, justement? Est-ce que le projet urbain peut être finalement le creuset de ces passerelles, le générateur de ces passerelles? C'est Oui, je pense. probablement quelqu'un qui souhaiterait que vous répondiez oui, j'imagine, mais je ne Ouais, veux non, mais pas on le induire voit votre bien. réponse. Non, non, mais puis on le voit bien par les expériences qui sont faites là, ici, à cette table ronde, que le projet urbain, et tant mieux, hein, on a dépassé juste la question du renouvellement en disant il faut juste mieux habiter ces quartiers, mais aussi comment le renouvellement urbain est fait avec les habitants, et dans ces habitants, ceux qui sont le plus touchés par le chômage et les problématiques d'insertion vers l'emploi, et notamment les jeunes, hein. Et c'est comme ça, effectivement, qu'on arrivera peut-être à sortir de cette spirale, et d'essayer aussi, parce que moi je pense que dans cette force-là, il y a aussi la lutte contre les discriminations, hein, qui est très importante dans ces quartiers, liée voilà, à la problématique de l'immigration, et qui fait que comment on arrive à dépasser ça. Et effectivement, le projet urbain peut permettre à la fois de faire converger des acteurs
de l'emploi, des acteurs de la jeunesse, on a parlé des acteurs de l'éducation populaire, de la prévention spécialisée, et puis les acteurs du bâtiment, des entreprises, les collectivités locales. Et je pense qu'effectivement, ces fédérateurs, on le voit, et je pense qu'il y a d'autres logiques, mais la transition écologique est aussi, comme un Mmh. projet urbain, des moteurs qui permettent effectivement aussi de retrouver du sens. Parce que quand on fait, et on le voit bien dans le métier dont il est question là, les métiers du BTP, c'est aussi des métiers qui redonnent aussi du sens, de l'estime de soi, de la capacité de faire à des personnes où parfois très éloignées de l'emploi ou décrocheurs scolaires, on leur a souvent dit qu'ils n'étaient pas capables. Et là, on voit bien que voilà, par ces dynamiques de projet, on est capable aussi de redonner de la confiance en soi y compris de développer, comme on l'a vu à travers des présentations, y compris des agences de bureaux d'études, de communication, et qu'on aille Mmh. aussi voilà, sur faire avec les jeunes. Et je pense que ça, c'est très important aussi, que dans tous les projets urbains, on ait cette dynamique de faire avec et pas juste de faire pour. Parce que généralement, on a souvent fait pour les jeunes en imaginant que quand on était jeune, voilà, on transfère ce qui s'est passé. Et là, faire avec les jeunes permet aussi d'avoir un nouveau regard. Donc pour ceux qui D'accord. nous écoutent, je pense que aussi, il y a un travail à faire pour associer les jeunes dans cette dynamique-là. Et généralement, quand on l'associe, on a un pari mieux réussi. Oui, oui, j'ai noté cette question évoquée par plusieurs d'entre vous, des représentations, de déconstruire et reconstruire des représentations évidemment positives et créatrices de dynamique. Il est 12h59. Merci à tous. Nous allons tenir notre engagement de finir à 13h. Nous n'avons pas d'autres questions qui seraient arrivées entre-temps. Non, en tout cas pas auxquelles il faille impérativement répondre. Merci à tous. Rendez-vous tout à l'heure à 14h pour la reprise de nos travaux. Merci à nos intervenants, de Merci. leurs témoignages, de l'apport de leurs expertises. Et Merci à vous. à plus tard. Au revoir. Au Plus tard, revoir. merci Au encore. revoir. Merci.